Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette projection en avant-première du Voyage de Bachot, le nouveau film de Richard Dindo qu'on a déjà eu l'occasion d'accueillir ici au Capitole pour son film précédent, qui est quelqu'un auquel on a aussi consacré une rétrospective de son œuvre déjà, mais qui continue à faire des films et qui n'arrête pas, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Richard Dindo, vous le connaissez sans doute, c'est un des cinéastes documentaires de notre pays les plus célèbres, les plus aimés, les plus parfois aussi décriés par les organismes politiques. À un moment donné, rappelez-vous de toute l'aventure de l'exécution du traître à la patrie Ernst Hess, qui a certainement été, du point de vue politique, un des films les plus célèbres. C'est un cinéaste qui a beaucoup documenté la Suisse, on pense à Danny Michi, Renato und Max, mais qui a aussi beaucoup travaillé autour de l'écrit, du texte, d'auteurs, que ce soit Jean Genet, que ce soit Rimbaud, que ce soit Max Frisch, en Suisse aussi bien sûr, et plein d'autres. Et cette fois-ci, il revient avec un film autour du texte, un autre type de texte, un texte qu'il allait chercher très loin, puisqu'il allait le chercher au Japon. C'est les textes de Bachot. J'ai le plaisir d'accueillir Richard Dindo. Bienvenue Richard. Merci Frédé pour l'invitation dans cette toujours aussi belle salle, toujours aussi grande. Tu vois, il y a du monde. Il faut quand même pour accueillir du monde. C'est bien. Le film sortira d'ailleurs, on profite juste de le rappeler, sortira vendredi au City Puy et restera à l'affiche au City Puy jusqu'à la fin du mois d'avril. Oui, on me rabâche toujours les oreilles avec mes films politiques que j'ai fait au siècle dernier. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est pas du tout la politique, ni la rêverie révolutionnaire, tout cela c'est du passé. Ce qui m'a intéressé toujours et surtout et plus que jamais, c'est la littérature. Et donc je suis un cinéaste du livre, je suis un lecteur, un traducteur. Aujourd'hui on m'a dit que j'étais un cinéaste bavard. C'est-à-dire, dans mes films, ça parle beaucoup. Mais c'est pas bavard. Je veux dire, on n'est pas bavard simplement parce qu'on parle. Je ne pense pas que Arthur Rimbaud est un bavard. Ni Jean Genet, ni Kafka. Chez les paysans, on est bavard quand on parle. Quand on ne se tait pas. Enfin là, je suis tombé sur un poète japonais parce que pour la simple raison, j'avais envie d'aller au Japon. Et comme nous, les cinéastes, quand on fait un voyage, on tourne en même temps un film. On n'est pas des touristes ordinaires, sinon on s'ennuierait à mort. Et donc je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais faire comme film au Japon. Comme j'ai beaucoup lu dans ma vie, j'ai évidemment également lu la poésie haïku, c'est-à-dire cette poésie chinoise, japonaise, ces petits poèmes de 3 lignes, cette réduction à l'essentiel. La plus grande réduction dans l'histoire de la littérature. Et je suis rapidement tombé sur Bachot. J'ai appris qu'il avait écrit un journal de voyage en pèlerinant au Japon et puis en traversant le pays, toutes les directions. Et j'ai tout de suite compris, dans ma logique de lecteur de livres, je dois faire un film sur Bachot, c'est-à-dire sur les traces de ce journal. Et puis, comme Bachot vivait comme un moine, il disait « je suis habillé comme un moine, je suis rasé comme un moine ». Mais je suis un laïc. Néanmoins, il a vécu comme un moine et j'ai eu l'idée d'engager un moine, un vrai moine, pour jouer son personnage. C'est-à-dire, dans mon cinéma, je travaille de plus en plus avec des acteurs, par nécessité, sinon j'arrive plus à filmer, il n'y a plus rien à filmer. Et les acteurs chez moi remplacent les morts et parlent avec la langue, les mots des morts. Voilà, donc c'est un film ni documentaire, ni fictionnel. On peut le mettre dans aucun tiroir. Il est de plus en plus difficile de le mettre dans un tiroir. On parlera après on va te mettre dans un tiroir juste pendant la projection et après on te ressort pour pouvoir discuter tous ensemble parce qu'on tient à ce qu'on puisse en parler. Ouais. Donc on se retrouve tout à l'heure pour parler de Bachot, du voyage de Bachot. Il parle déjà. À tout de suite. Merci Richard Dindo. Merci. Bonne projection.
commencer, tu nous as expliqué que tu avais un souhait qui était de faire un voyage au Japon, et tu nous as expliqué ton rapport au texte. Mais au fond, dans l'histoire de ton cinéma, en effet, il y a toujours eu une absence. Hein. Jusqu'à présent, jusqu'à peu de temps, tous tes films travaillaient sur l'absence de la personne. Et tu l'as dit tout à l'heure, dans ce film, et peut-être le précédent aussi, tu commences à avoir envie d'incarner tes figures. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui finalement fait que tu as eu ce désir-là et que tu l'as vraiment approfondi ici. Hein. J'essaye avec chaque film, surtout là où je travaille avec les écrivains, c'est mes films formellement les plus aboutis, d'aller un pas plus loin. Donc de faire apparaître maintenant le personnage principal, le mort principal. Donc c'est avec chaque film, je m'approche et j'approfondis ma réflexion sur l'absence, les morts, la mémoire, le langage. J'ai appris entre autres de Max Frisch, il ne faut jamais se répéter. C'est-à-dire il faut toujours rajouter quelque chose de nouveau, aller un pas plus loin. Alors là, il y a en effet un pas plus loin, mais il y a aussi le rapport à la langue, parce que tu fais un choix qui est en effet de ne pas nous faire entendre le japonais, sauf au moment d'un chant, mais de nous faire entendre le haïku traduit, et dans ta démarche, sauf erreur, le travail d'utiliser une langue traduite, le travail de recherche dans le texte et dans la traduction n'est pas non plus innocent. Donc comment tu as travaillé au fond le langage, qui est l'un des éléments de base de ce travail-ci, comme aussi dans d'autres films? Si tu veux, là où je crois avoir apporté quelque chose, un tout petit quelque chose au cinéma documentaire, qui est un cinéma de littérature en ce qui me concerne, là où je travaille sur les écrivains, c'est de créer un rapport entre les images et les paroles. Il y a des perroquets qui disent Dindo ne s'intéresse qu'à la parole. Il s'intéresse qu'à la voix humaine, au parler. Les images, ça ne l'intéresse pas. D'ailleurs, il ne sait pas filmer. Ça me fait rire parce qu'effectivement, au départ, dans ce type de cinéma, dans ce type de film, il n'y a rien filmé. Il n'y a rien de visible, je veux dire. Les événements ont eu lieu, les personnages sont morts, donc il faut un peu inventer quand même ce que j'appelle une possibilité d'image. Mais j'approfondis de film en film le rapport précis, soigné, délicat, poétique entre les images et les paroles. Pour parler avec Marguerite Duras, qui, écrivaine, a commencé à avoir envie de faire des films elle-même, étant déçue des films qu'on a faits à partir de ces textes, voyant avec effroi dans le film terminé la disparition totale de son langage. Les cinéastes en général qui se servent de livres, qui adaptent des livres, tuent l'écrivain et exterminent son langage. Évidemment, moi c'est le contraire. Je vénère le langage et je vénère le langage de l'écrivain qui est mon propre langage rêvé. Et donc j'approfondis film après film cette dialectique entre les images et la parole. Et puisque cet écrivain, ce poète Bachot est vivant dans mon film, je veux dire, le moine représente le mort, les acteurs dans mon cinéma, là où il y a des acteurs, et j'ai de plus en plus plaisir de travailler avec des acteurs parce que ça me permet d'aller plus loin dans le cinéma, dans le dépassement, dans la transgression du documentaire. Les acteurs représentent les morts et parlent dans le langage des morts. Et ce qui m'a permis d'aller plus loin avec ce moine qui représente Bachot, c'est simplement, et c'est la première fois dans mes films sur les écrivains, tu as un acteur qui représente l'écrivain et qui écrit. C'est-à-dire pour la première fois, j'ai l'acte d'écrire dans un film. Donc je suis presque au bout de ma recherche sur la littérature.
J'ai presque tout montré. Il y a Oui, mais- plus grande chose de montrer en plus. Je ne peux pas aller beaucoup plus loin. Il ne parle pas. Hein? Il ne parle pas. Donc Sauf- il y a encore un peu de la marge, justement. C'était un peu aussi la question que je te posais, c'est-à-dire, justement, tu as aussi fait le choix de ne pas montrer la parole incarnée. Je vais maintenant faire une trilogie de films satiriques et revenir à ce qu'on appelle bêtement la politique, mais pour m'amuser, des films pour rire. Mais ensuite, j'ai un projet, parce que je suis un homme à projet, je pense qu'il ne faut jamais arrêter dans la vie, plus qu'on vieillit, encore moins, il ne faut jamais arrêter d'avoir des projets, sinon on est mort. Et donc, je vis en constance dans la rêverie des prochains films à faire, dans la rêverie des projets. Et j'ai un projet, enfin, sur une femme écrivain, une américaine, qui sera un film totalement expérimental, où une actrice jouera cette écrivaine et parlera à sa place. Donc là, si tu veux, j'irai au bout de ce que tu viens d'amorcer. Mais avant, je fais la trilogie, pour rigoler. Donc il y a encore 4-5 films, en tout cas au minimum, c'est dans le projet, hein, c'est ça? Certainement au moins 5 films C'est ça. encore à faire. Mais Je juste suis pour, en pleine forme. Le plus je vieillis, le plus je suis en forme. Juste Mon pour- grand étonnement d'ailleurs. Je suis le premier étonné. juste pour en revenir encore un instant au langage, et après on va peut-être passer la parole au public, mais tu as travaillé avec deux types de sources de textes différentes. Et justement, je voulais savoir comment tu avais composé au fond l'équilibre entre le texte qui est le journal, c'est-à-dire le récit de ce voyage que tu suis de façon très scrupuleuse aussi au niveau géographique, et de l'autre côté, les haïkus. Parce que c'est pas évident de mettre les deux choses ensemble. Oui, si tu veux, dans les journaux, Bachot cite souvent ses poèmes, ou rajoute des nouveaux poèmes. Et donc, je n'ai pas vraiment fait la distinction. C'est-à-dire que mon premier acte, c'est-à-dire quand je prépare un tel film, la première chose que je fais, c'est de choisir les textes. Ce que je l'ai déjà dit au départ. Et ces textes, je les choisis selon ma propre logique, ma propre intuition, mon propre rapport au langage, ce que j'aime. Je veux dire, tout ce qui me plaît, tout ce qui est profond, ce qui est poétique, ce qui est philosophique. Parce que comme disait Gautier de Baudelaire, chez Baudelaire, la poésie est toujours aussi philosophique. Évidemment, c'est valable pour tout le monde. Et justement, pour revenir encore sur Baudelaire, on lui a demandé un jour « Pourquoi tu as traduit Edgar Allan Poe ?» Peu de gens le savent ou se rappellent. D'ailleurs, il parlait assez mal l'anglais, je ne sais pas comment il a fait. Mais il a traduit Edgar Allan Poe et il a dit « Je l'ai traduit parce que j'ai retrouvé chez lui mon propre rêve du langage. » Donc, je traverse mes yeux de lecteur les journaux et je choisis les phrases. Je fais un montage des phrases. Maintenant, je le redis parce que maintenant, les gens comprendront mieux comment j'ai procédé. C'est-à-dire, d'abord, j'ai un corps de langage que j'appelle le monologue intérieur, de l'écrivain, avec cette idée que, puisqu'on me reproche un peu que ça parle trop dans mon cinéma, ça parle beaucoup parce que je m'élève contre la légende du cinéma, que le cinéma c'est des images, et d'abord des images, et toujours des images. Je constate que sans le parler, on n'existe pas. Je veux dire, ce qui nous constitue en tant qu'être humain, ce en quoi nous faisons connaître aux autres et permettre aux autres de nous comprendre, de connaître notre vérité, ça passe par le langage. C'est pour ça que j'aime les écrivains, qui étaient mes éducateurs. Je n'ai pas été éduqué par un père, donc je me suis éduqué moi-même à travers la littérature. Et donc les éducateurs, les écrivains sont mes éducateurs, ils sont les éducateurs de tout le monde, mais enfin, chez moi tout particulièrement. Et donc, si tu veux, j'ai un rapport très précis au langage, et je choisis ces textes d'une manière très juste, je trouve, et je les mets bien avec les images. Et c'est là que je fais
un petit pas en avance au cinéma documentaire, cette précision, ce côté ciselé, structuré, musicalisé, rythmisé, du rapport entre l'image et la parole. Qu'est-ce qu'on peut montrer, comme disait Marguerite Duras, j'ai oublié de la citer, qu'est-ce qu'on peut montrer avec les images, ce que les mots ne peuvent pas dire, mais surtout, qu'est-ce qu'on peut dire avec les mots, ce que les images ne peuvent pas dire. On oublie toujours que l'essentiel de ce que nous constitue, on ne peut pas les montrer avec des images, contrairement à toutes les légendes. Si tu montres regarde un portrait, autoportrait de Gauguin, par exemple, que j'ai bien connu puisque j'ai fait un film sur lui à Tahiti. Je connais ses tableaux, ses magnifiques autoportraits. Ou Rembrandt. Si tu regardes ces magnifiques peintures, ces belles têtes, et ces belles expressions, cette poésie du portrait, tu ne sauras néanmoins jamais qui a été Gauguin, qui a été Rembrandt. Pour cela, on a besoin du langage. Et le langage, le premier, le plus grand, le plus fondamental, évidemment, c'est le langage des écrivains. Et c'est pour ça, le portrait des écrivains, pour moi, c'est mon cinéma primordial, mon cinéma préféré, parce que ça me permet le mieux de réaliser ma philosophie du cinéma documentaire, qui n'est plus un cinéma documentaire. Et juste pour une dernière précision, avant de passer la parole, le micro à la salle, mais au niveau de la langue, le choix s'est fait sur le texte traduit en français? Au départ, au moment de l'écriture du treatment pour chercher l'argent, j'avais pensé il y aura le japonais et puis effectivement des sous-titres. Mais ça aurait détruit, j'ai tout de suite compris, ça aurait détruit la finesse du rapport entre les images et les paroles. Rappelle-toi Hitchcock, par exemple, qui a refusé le sous-titrage. Par exemple, il préférait que ses films soient synchronisés en français, allemand, etc., plutôt que d'avoir des sous-titres, parce qu'il trouvait que les sous-titres, ça détruit l'image, ça détourne l'attention du public sur les images. Et j'ai compris dans ce film, c'est pareil. Je voulais absolument aller au cœur de ce rapport entre les images et les paroles. On dit aussi Dindo, il est tautologique, c'est-à-dire qu'il redit avec les mots ce qu'on voit déjà sur les images. Moi, je pense qu'effectivement, il y a des moments où les textes disent exactement ce qu'on voit sur l'image, mais c'est jamais que ça, c'est toujours quelque chose de plus. Mais je pense que les rencontres entre les paroles et les images sont fondamentalement poétiques. C'est certainement pas tautologique. En tout cas, pas dans ma logique et pas dans ma manière de faire ce travail-là. Un jour, j'ai revu un film j'oublie toujours son nom, l'Américain, là, qui n'avait pas fait de film pendant 20 ans, et maintenant il fait un film après l'autre. Comment il s'appelle? Malik. Terrence Malick, oui. Malik. J'ai revu, juste avant de faire ce film sur Bachot, j'ai revu son premier film, où il y avait quelques morceaux de commentaires. Les fictionnalistes n'ont jamais osé de réellement plonger dans le langage, c'est-à-dire de plonger dans le commentaire. Ils avaient toujours peur que ça ennuie le public. Mais évidemment, en tant que documentariste, moi, je rentre au fond et dans le cœur de ce rapport du texte à l'image. Parce que le documentariste, évidemment, regarde, écoute autrement. Et lui, donc, à un moment donné, dans ce film, il y a un plan au Nouveau-Mexique, un paysage et puis un train qui traverse le paysage. Et à cela, tu entends le commentaire dire, à ce moment-là, un train traversait le paysage. Et j'ai eu un choc poétique. Et je me suis dit, Dindo, ça marche. C'est pas tautologique, c'est poétique. Ça m'a rassuré pour mon Bachot. Richard Dindo citant Terrence Malick, c'est pas mal. Hein, ça. À vous aussi la parole, la question. Il y a des micros qui circulent dans la salle. Levez la main et on vous le tendra de façon à que vous puissiez poser une question. Si quelqu'un souhaite, hein, c'est pas une obligation, mais disons. Moi, j'ai tout dit, hein, j'ai plus rien. Non, quand même pas. Moi, j'en ai encore quelques-unes en réserve. Bon, ben, je peux lui encore poser une question. Alors, oui, là, ici, il y en a une. Pardon, excusez-moi, madame, je ne vous avais pas vu. Oui, je voudrais savoir si les personnages secondaires,
c'est des gens, c'est des acteurs, c'est vraiment une mise en scène, ou si c'est un bout de voyage avec des gens que vous avez rencontrés et que vous avez convaincus d'entrer dans les scènes. Oui, Parce que je les trouve magnifiques, ces Japonais. c'est tous des amateurs, c'est des gens qui n'ont jamais été devant une caméra. Par exemple, la femme qui se dit papillon, voyez, la femme du bistrot qui demande à Basho de lui écrire un poème. Je l'ai vue dans un café en train de déjeuner avec mon assistante à Kyoto. J'ai vécu pendant tout le tournage à Kyoto et le moine, il vit à Kyoto. Et je lui dis, tiens, j'ai vu une femme là-bas avec un kimono, elle me plaît beaucoup, elle pourrait jouer le rôle de papillon. Alors elle était très réticente, mon assistante, parce qu'elle dit, au Japon, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas aller chez les gens. Je dis, oh, je m'en fous, viens, on va lui parler. Et elle était tout de suite d'accord. Vous voyez, c'est comme ça qu'on a trouvé les personnages. Et cette femme, en particulier, était extrêmement timide. Et quand elle a joué donc cette scène, sa timidité est devenue extrêmement belle aussi dans sa manière de regarder le moine, c'est-à-dire sa manière de le respecter. Et on avait vraiment l'impression qu'elle était en face de Basho. C'est-à-dire, j'ai pratiquement rien dit aux gens, sauf évidemment à Basho lui-même, au moine. De temps en temps, j'ai donné des indications très simples, mais après, les gens, je les ai laissés totalement faire par eux-mêmes. Voilà, je suis documentariste, c'est-à-dire, si je suis avec des acteurs, je me pose aussi la question, qu'est-ce que c'est un acteur? Qu'est-ce que c'est jouer? Etc. Donc, je suis toujours dans une espèce de questionnement qui frôle aussi le philosophique, en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est un acteur? Qu'est-ce que c'est écrire? Ça veut dire quoi, écrire? Etc. Donc, je suis toujours basique en quelque sorte. Toutes les scènes sont basiques, c'est de la simplicité, c'est l'évidence, c'est la métaphore, etc. Autre question? Levez la main. Je suis exprès venu à Lausanne. Hein. Non, je vous assure, c'est vrai. Et j'ai encore le temps. Encore le temps, bon. Vas-y. Sinon, on pourra. Alors, moi, je te pose encore une question. C'était concernant les lieux, parce que tu as parlé des acteurs, entre guillemets, ou des personnages qui incarnent ces différentes figures japonaises, mais c'est de savoir finalement comment tu as travaillé le tournage, dans la mesure où tu as tourné les extérieurs, en tout cas. Après, on pourra peut-être venir aux intérieurs, mais en suivant le journal de Basho. Donc dans les lieux véritablement. Donc est-ce que tu avais tout repéré avant ou tu es retourné, tu es allé un peu au hasard et comment tu as fait avec les saisons? Parce que c'est quand même un film qui traverse aussi le temps. Si tu veux, le moine, l'homme qui a joué Basho, il n'est pas seulement moine, il est supérieur d'un temple, du 3e plus grand temple du Japon. Donc c'est une personnalité et donc il n'était pas très libre, il était très chargé de travaux de toutes sortes. Et j'ai fait le film en deux phases, 4 mois. Après, je suis rentré en Europe entre l'hiver et le printemps, et puis je suis revenu 4 mois. Et donc, sur les 4 mois, il nous a donné exactement les jours où il était libre. 1 jour là, 2 jours ici, 3 jours là. Et donc, il fallait faire avec ses disponibilités. Maintenant, je suis quelqu'un d'extrêmement expérimenté et j'ai bien choisi les endroits en fonction de ces disponibilités et le type de tournage qui nous permet d'être 1 jour ou 3 jours. Mais j'ai une chance folle qu'il neigeait quand j'avais besoin de neige, il pleuvait quand j'avais besoin de la pluie, etc. J'ai eu beaucoup de chance. Dans le cinéma, dans mon travail, j'ai toujours eu beaucoup de chance dans ma vie. Et voilà, donc j'avais une assistante, évidemment japonaise, qui parlait, la seule femme au Japon que je trouvais qui parlait anglais. Et elle était mon assistante pendant 14 mois. Donc j'ai fait le film avec elle, tout seul. Et après, pour le tournage, mais ça vous dit à personne, le tournage, il y avait encore un caméraman. Pas toujours le même, parce que sur 8 mois, je ne pouvais pas engager une personne. Donc j'avais 5 caméramans différents selon leur disponibilité. Donc on était à 3 de faire ce film. Donc pendant 9 mois, en tout et pour tout,
j'ai, avec cette assistante, cherché le lieu de tournage. Et à chaque fois qu'on n'avait rien à faire parce que le mois n'était pas libre, on a préparé le tournage suivant. Donc j'ai fait des centaines et des centaines de kilomètres en voiture avec cette assistante. Assez passionnant d'ailleurs, c'est ainsi que vous rencontrez un pays, c'est ainsi que vous rencontrez un pays de l'intérieur. Et c'est tout à fait autre chose que de faire du tourisme. Voilà, donc c'était un très long travail. Jamais j'ai travaillé autant. Mais en même temps, c'était plaisant et c'était intéressant. J'ai beaucoup aimé de faire ce film. Peut-être quand même un mot sur les intérieurs. Parce qu'il y a quand même une particularité inattendue dans ton cinéma, justement. Oui, c'est mon assistante qui a eu l'idée géniale de tourner dans un studio de cinéma. C'est-à-dire, quand on a des bougies, il était impossible de trouver une maison en bois de propriétaires ordinaires qui t'aurait permis de filmer avec des bougies, par exemple. Et donc, à part de ces problèmes, elle a eu l'idée, tiens, on va aller dans un studio de cinéma. Donc, la plupart des intérieurs ont été filmés dans un studio de cinéma à Kyoto, qui d'habitude, où on tourne d'habitude des films de samouraï. Voilà. Comme quoi, tu t'approches aussi dans la fiction. Il y a une question là-haut. Oui. Oui, vous nous avez parlé de l'écrit, du langage et de l'image. Vous pourriez nous parler de la musique, votre rapport à la musique dans vos films? La musique, j'avais parlé avec... Le caméraman principal était un Suisse allemand qui vit au Japon depuis 25 ans, qui parlait couramment le japonais. C'était une grande aide aussi intellectuellement, parce qu'il fait lui-même des films et connaît très bien la culture japonaise. Donc je lui ai demandé de me trouver des musiciens pour faire de la musique. Mais finalement, j'ai tout de suite compris que ça ne fonctionnait pas dans mon film. Alors à Paris, il y a une officine, peut-être d'autres, mais je connais un, qui vend de la musique pour le cinéma, le théâtre, etc. Ils ont 200 000 airs de musique de toutes sortes. Je suis allé et j'ai dit, je cherche de la musique japonaise, un peu populaire, post-médiévale. Faites-moi écouter des flûtes et des guitares. Et en 1 heure, j'ai choisi cette musique. 1 heure et c'était 800 €. Voilà. Et je pense que j'ai bien choisi. C'est très désacralisant. C'est très désacralisant la manière dont tu le racontes. Mais oui, c'est... Le cinéma est aussi une affaire très pratique. On est des gens très pratiques. Et on sait toujours comment s'y prendre pour trouver des solutions. Est-ce qu'il y a encore une question ici? Oui, un instant. Bon. Monsieur. Oui, bonjour Monsieur Dindon. J'ai appris que vous aimez beaucoup Marcel Proust. Est-ce que, quelque part, c'est pas un peu la recherche du temps perdu à la japonaise, votre film? Oui, si vous voulez, je tombe toujours dans Proust. Si vous voulez, il y a aussi dans ce film, évidemment, il y a cette recherche du temps perdu, évidemment. Et comme disait Proust, le temps retrouvé... Retrouver le temps, ce n'est possible qu'à travers une œuvre d'art. Dans la vie, on ne peut pas revenir en arrière. Et voilà son livre. Et c'est ce que je fais un peu moi-même. Je veux dire, à ma courte échelle, je n'ai jamais osé de faire un film sur Proust. C'était beaucoup trop compliqué. Mais évidemment, je suis toujours un peu dans cette nostalgie du temps perdu. Et ce film est aussi un film sur la nature comme un paradis perdu, dans le sens de Proust, justement, qui a dit « le paradis est toujours un paradis perdu ». Il parle de l'enfance. Pour les poètes, l'enfance a toujours été fondamentale, pas seulement pour les poètes. Mais enfin, si vous voulez, je suis toujours un peu dans cette musicalité, dans ce rythme un peu proustien. Par exemple, le festival de Locarno, le directeur ne voulait pas montrer ce film. Il m'a expliqué qu'il avait une autre vision de Bachot.
ce dont on s'en fout, évidemment. Moi, le premier, n'empêche, il ne voulait pas montrer le film. Parce qu'évidemment, il n'a pas compris le côté proustien de mon film. Monsieur croyait que Bachot, c'est un poète pour enfants. Un vieil homme qui écrit des poèmes un peu amusants, comme Rimbaud a pu écrire des poèmes pour enfants. Et ensuite, quand je viens avec un film sur Rimbaud et je mets au cœur une saison d'enfer, les enseignants français sont terrifiés et n'osent pas montrer mon film. Évidemment, je suis toujours dans, si vous voulez, dans cette ombre proustienne. Je suis allé à Paris pour apprendre le français en lisant La recherche du temps perdu. Et puis je suis allé au cinéma. C'est ainsi que j'ai fini, logiquement, à faire des films sur la littérature. Et en particulier francophone. Ce film a été financé par la télévision en Suisse romande et par Cinéforum, l'aide au cinéma roman, avec un producteur roman nommé Thiébaut. Il n'est pas aujourd'hui là parce qu'il a une autre projection. C'est-à-dire, une nouvelle fois, la Romandie m'a sauvé. Sans la Romandie, ça fait longtemps que je ne ferai plus mon cinéma proustien. Les Suisses allemands ont refusé même de financer avec une piètre petite somme d'argent la version allemande. Ils m'ont dit, on ira voir ce film au cinéma. Je m'en fous s'ils vont au cinéma ou pas. Je vous laisse 10 000 francs pour la version allemande, ils ne voulaient pas me la donner. Pour vous dire, il n'y a que la télévision suisse romande qui est encore prête de financer un tel film et qui va le diffuser. Alors la dame qui l'a financé, au nom de la télévision suisse romande, quand elle l'a vu, je lui ai dit, vous avez été très courageuse de cofinancer ce film. Maintenant, il faudra encore être courageuse pour le montrer. Elle a dit, oh, ce ne sera pas difficile, ce ne sera pas facile. Évidemment, je suis dans l'antifacilité, je suis dans l'antisystème. De plus en plus, je suis de plus en plus rebelle. Aussi sur le plan de l'esthétique, du faire, comment on fait du cinéma. Parce que les gens croient qu'il y a une manière de faire du cinéma et pas 35. Et moi, j'ai ma propre manière de faire du cinéma. Et je transige pas, je fais ce que je veux, point. Ça passe ou ça casse. Voilà, je reste un homme libre. Et le système ne saura bientôt plus ce que c'est un homme libre. Et si je parle du paradis perdu, je pense au siècle prochain, voyez. Au siècle prochain, la vie sur la Terre va devenir très très difficile. Donc ce film est aussi une métaphore définitive de la Terre comme un paradis perdu. Et ce n'est pas les politiques qui vont réparer ce paradis, ni personne. Est-ce qu'il y a sur ces notes, disons, qui terminent plutôt bien le débat, mais je ne veux pas empêcher quelqu'un de poser encore une dernière question, sinon on peut continuer à converser au bar. Et donc on te donne rendez-vous pour le prochain et les prochains, puisque ça c'est clair, hein, tu viendras les présenter. Ça, c'est clair. Hein, bien sûr. Et je vais les faire. et on refera une rétrospective des nouveaux films de Richard Dindo, parce que ça en fera déjà beaucoup dans quelques temps. Et je vous rappelle que le film sort au City Puy vendredi, donc n'hésitez pas à le dire autour de vous. Merci, et on peut encore une fois applaudir Richard Dindo. Merci. Merci Richard. Merci d'être venu.